Le métier de journaliste en Haïti en 2024. Tel est notre sujet cet après-midi. Donc, c'est une nécessité de parler du journalisme en Haïti parce qu'aujourd'hui, on ne reconnaît plus, ou presque, le journaliste. Tout le monde, ou presque, s'en réclame, s'improvise à tort et à travers journaliste. Signe de progrès, de grands progrès, dirait-on. La technologie, avec l'explosion des réseaux sociaux numériques, ne fait que mettre en péril le métier de journaliste, surtout en Haïti. Aujourd'hui, des journalistes sont cités dans des scandales de corruption. D'autres sont accusés de liens avec des gangs armés. Eh bien, c'est l'heure de parler du métier, de mon métier, de notre métier. Eh bien, pour parler du journalisme aujourd'hui, on reçoit comme invité conférencier un journaliste, je suis tenté par l'idée, et c'est la vérité de dire chevronné, de renom, de carrière, un journaliste qui a toujours été, je dirais, en conformité avec la déontologie, l'éthique du métier. C'est bien de Romel Pierre qu'il s'agit. Romel Pierre, bonjour ou peut-être bonsoir. Il est tout étonné. Oui, parce que je sais que je fais beaucoup d'efforts et c'est pas facile d'être parfait dans ce métier, je crois. Dans aucun métier, on peut pas dire qu'on est parfait à 100%. Je fais des efforts et c'est pas de la fausse modestie. Et parce que je crois que chaque jour, il faut faire des efforts. Et dans ce métier, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je devrais commencer comme je le fais là maintenant? Mais j'ai pendant 2 ans enseigné l'éthique professionnelle parce qu'il y avait une organisation ici en Haïti qui me l'avait demandé et un peu partout à travers le pays. Et les journalistes me connaissent un peu parce que j'étais au Cap Haïtien, Jérémie, à Hinch, partout parler d'éthique professionnelle. Il y a une exigence extraordinaire au Canada. Au Canada, on exige beaucoup à un journaliste. Un journaliste qui est au Canada ne doit pas faire de la publicité, un tas de choses. Aux États-Unis, c'est moins. Et par exemple, si vous allez utiliser un savon, aux États-Unis, il faudra l'utiliser pendant 6 mois avant de faire de la publicité. Mais au Canada, non, on n'est pas d'accord. Et puis, on a essayé, et c'est là qu'on a pu trouver les 22 points que nous avons dans notre livre là, qui est notre code déontologique, contrairement à ce qu'on dit ici en Haïti, et que la presse haïtienne n'a pas de code déontologique, ce n'est pas vrai. J'ai oublié mes codes là, je devrais venir avec, je n'ai pas eu le temps. Heureusement, le code est dans la tête. Mais un petit peu. L'expérience grand monde neuf est dans la tête. Mais tu as envie de dire que j'ai une grosse tête. mais c'est vrai, et puis je me suis dit, mon Dieu, les Canadiens nous dépassent. Mais je comprends, et le niveau d'éthique, c'est très lié aussi à la situation sociétale. C'est extraordinaire et c'est important. Je crois que tout ce qu'on est en train de vivre, j'étais écouté avec... j'avais une part de bonheur et puis un côté très triste. Quand tu parlais du banditisme, tu me permets de te tutoyer, tu es mon collaborateur. Bien sûr. Et je me suis dit, mon Dieu... C'est l'agora quand même. Ouais, je me suis dit, bon Dieu... Et ici, c'est pas facile ce que nous sommes en train de vivre. Et quand tu dis ça, c'est vrai. J'avais beaucoup de douleur quand je devrais annoncer ça la semaine dernière à l'émission Ramassée, quand je devrais citer les noms. Mais je me suis dit, mais faut me prendre encouragement à demain. Oui. Et les policiers qui annoncent parfois qu'il y a des policiers qui sont des bandits, donc faut me résilier. Et tu m'excuses parce que j'ai déjà commencé avant. Voilà. J'allais vous demander de vous arrêter parce que l'exposé, ce sera dans quelques minutes. C'est vrai. Je l'ai dit, j'ai avec moi des débatteurs. Ces débatteurs ont été triés sur le volet. Ce sont des jeunes expérimentés, il faut le dire, parce que ce sont tous des étudiants, soit en journalisme, en sciences politiques, en psychologie. Je vais commencer par citer des noms. La femme d'abord. Je ne sais pas si elle est d'accord. D'abord, si elle est d'accord. Eh bien, j'ai avec moi ce matin comme débatteur, ou est-ce que je peux dire débattrice ou débatteuse, est-ce qu'il faut féminiser vraiment? En tout cas, je ne féminise pas. Comme débatteur, j'ai avec moi
Cam Stéphada Poulard, elle est journaliste écologiste et journaliste avant BF Info. Bonjour. Bonjour, bonsoir à tous. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Et encore un plaisir de débattre un sujet assez important pour la société haïtienne. Voilà. Et autre débatteur parmi les 6, Watson Audibert, qui est lui aussi journaliste à TED Actu et étudiant en sciences politiques. Bonjour. Bien, bonjour Georges, bonjour à M. Romain Pierre, qui est un mentor, et bonjour à mes camarades débatteurs. Et je suis très content, très flatté d'être là ce matin pour parler du journalisme. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur, donc nous allons faire le débat. Voilà, on va faire le débat à Agora parce que ça se passe toujours les lundis, mercredis et vendredis, 12h30, 2h. Junior Augustin, journaliste et étudiant en psychologie à la FACH. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un plaisir de partager ce panel avec des confrères et consoeurs aussi compétents et chevronnés. Bon, l'heure est au débat. L'heure est au débat à Agora. Ça se passe sur Radio-Télévision Caraïbe, Carison Honoré. Merci de nous honorer de votre présence. Vous êtes journaliste étudiant en sciences politiques à IRA et sciences juridiques à la faculté des sciences, à la faculté de droit, et des sciences économiques. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Georges Alain, bonjour Monsieur Romel Pierre et bonjour à nos confrères et consoeurs ici présents. Et c'est un plaisir d'être ici à Agora, à la Radio-Télévision Caraïbe, et on va débattre et on va parler de ce beau et noble métier, le journalisme. Oui, j'aime bien parce qu'il fallait le dire dans ma mise en contexte. C'est Gabriel Garcia Marquez qui l'a dit. C'est un colombien, écrivain colombien. Il a dit que le journaliste est le plus beau métier du monde. Le journalisme est le plus beau métier du monde. Est-ce qu'il l'est encore, surtout en Haïti? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. Ramson Timothée Noël, journaliste et juriste, bonjour. Bonjour Georges, bonjour Monsieur Romel, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, dans l'objectif de débattre à ce sujet. Je ne dirais même pas qu'il est théologien. Davidson Emmanuel Désir, journaliste, diplomate de formation, étudiant en communication sociale à la FACH. Bonjour. Bonjour Georges Alain, bonjour Romain Pierre, bonjour à nos confrères ici et une salutation spéciale à nos internautes téléspectateurs. Merci de l'invitation. Et voilà, le décor est planté. Vous êtes sur la grande place publique de Caraïbe FM, Agora, où se tient le débat, où les idées s'affrontent, où l'on reçoit des gens qui réfléchissent, qui pensent le monde, qui pensent Haïti, parce que on doit freiner la descente aux enfers à tous les niveaux, et Agora fait le premier pas. Oui. Le métier de journaliste en Haïti en 2024, tel est notre sujet. Place à notre invité conférencier pour son exposé. Romain Pierre, à vous. Merci. Et je suis beaucoup plus présentateur que conférencier. Je vais faire de mon mieux. Je crois qu'avant de parler du métier de journaliste en 2024, j'aimerais faire
retour pour regarder un petit peu ce qu'était ce métier avant d'être le métier que nous voyons aujourd'hui. Je crois que la presse a commencé ici en Haïti en 1724. Et naturellement, les gens vont me dire « Ah, Romel, qu'est-ce que tu dis comme ça ?» Et en 1724, ici en Haïti, c'est avant 1804, oui, c'est vrai. Il y avait le code noir, il était interdit à un noir d'apprendre à lire. Voilà pourquoi on avait je peux appeler ça une exception, quelqu'un comme Toussaint Louverture, qui savait lire et écrire à 40 ans. C'est parce que c'était exceptionnel. On ne pouvait pas être journaliste, un noir. Être journaliste, c'est difficile. Et c'était impossible. Il y avait des gens qui sont entrés en Haïti. Il y avait un certain païen qui est venu avec avec des matériels de presse pour commencer à faire du journalisme. Mais la presse a commencé ici sur les chapeaux de roue. Et dans la mesure où le gouverneur qui était là était fâché avec l'arrivée de ces gens qui sont venus avec des matériels pour faire du journalisme dans la colonie, et ils ont été chassés dans un premier temps. Et on a continué dans un deuxième temps. Et la presse, c'était quoi dans le pays? C'était des annonces, des colons qui partaient pour la France, qui disaient que j'avais 6 esclaves à vendre, 3 mulâtres, et ouais, 3 mulâtres, 3 noirs, ou bien on a 12 esclaves à vendre. Il y avait parmi eux et tant de noirs. C'était ça. Et les annonces. Voilà. C'était ça la presse. On annonçait des trucs au CAI, un peu partout. On faisait passer ces genres d'annonces. Jusqu'à présent, vous pouvez lire ça dans l'ouvrage de quelqu'un qui s'appelle Jean Desquiron, qui a écrit Haïti à la une, qui a fait un travail extraordinaire avec 6 ouvrages qu'il a publiés sur le fonctionnement de la presse en Haïti. Et en 1804, voilà, on a commencé avec... il y a un média qui est resté, c'est notre Moniteur, et qui est le plus ancien journal officiel qu'on connaît ici en Haïti. Et là, on publiait les informations qui ont un certain rapport avec le gouvernement, l'Empire, tout ça, les annonces de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est comme ça qu'on a commencé. Et puis dans un troisième temps, si je peux le dire ainsi, et la presse, c'était de la poésie, en quelque sorte, avec Jules Solé-Louis-Vincent qui publiait des poésies, des poèmes qui étaient, et je peux dire, très patriotiques, des gens qui défendaient la nation. Et c'est avec des poèmes qu'on défendait. Et si enfin sur tes rives reparaissent nos tyrans, tout ça. Et Antoine Dupré, c'était ça la presse. C'est des anciens militaires, des gens qui savaient écrire, qui faisaient ça. Et c'était une bonne chose. C'était ça la presse. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Félix Darfour, qu'on oublie dans le monde de la presse ici en Haïti, et qui est quelqu'un qui est né en Afrique. Je crois que c'est au Bénin. Si ce n'est pas au Bénin, c'est au Soudan. Mais qui venait du fin fond de l'Afrique, qui dénonçait les dérives du président Jean-Pierre Boyer. Et il a été fusillé. Vous voyez comment on a commencé. C'était pas facile, c'était toujours difficile. On a toujours eu des morts parce qu'il dénonçait les dérives, ce qu'il considérait comme dérives de l'ancien président Jean-Pierre Boyer. Et on continuait. Il y avait beaucoup de revues après, on a connu beaucoup de journaux dans le pays et les articles étaient beaucoup plus, je peux dire, si je peux dire ça ainsi, on était beaucoup plus articulé plus tard avec Georges Sylvain et les autres, les journalistes qui luttaient contre l'occupation américaine de 1915 ici en Haïti, des gens qui étaient contre. Ils étaient non seulement des poètes, mais des écrivains. Ils écrivaient des articles aussi, et des articles de fond. C'était beaucoup plus profond qu'avant. Et comme c'était la période de l'indépendance où l'on faisait des annonces, maintenant on est venu avec des articles là, qu'on publiait. Et ça touchait un peu les Américains. Il y avait des gens qui ont été embastillés parce qu'ils écrivaient des trucs contre les Américains. Et ça avait des effets jusqu'en Amérique, jusqu'aux États-Unis. Et c'était ça à la presse. Et on devrait attendre un peu plus tard. Là où vous voyez
j'essaie d'être un peu plus, voilà pourquoi je vous dis que je suis beaucoup plus présentateur. Un conférencier est plus solennel. Oui. Mais Non, mais j'essaie d'être. jusqu'ici, ça va. Ça va. Ça va. Eh bien, Oui. là où vous voyez le palais des ministères, les gens tout près du ministère et de l'Intérieur, et presque en face de l'ancienne église adventiste. Et à la rue de la Réunion, on a connu notre première station de radio. Et notre HHK, c'est comme ça qu'on l'appelait. Mais bien avant, il faut le dire, Haïti, c'est l'un des tout premiers pays à avoir une station de radio au niveau de la Caraïbe. Et bien avant, un bon pays que nous avons là, Haïti, en 1926, il y avait quelqu'un, et j'ai oublié son nom, et voilà pourquoi vous avez parlé de chevronné tout à l'heure, et je me sens un peu, je sens que je suis en train de vieillir, et parce que j'oublie son nom, il présentait une émission, et c'était sur l'occupation américaine, en 1929, chaque mercredi, et il y avait 9 appareils de radio et seulement sur le territoire, et les gens venaient en groupe. On le fait encore maintenant, oui, pour écouter ce monsieur qui parlait en créole et qui faisait, c'est significatif pour moi, une émission sur l'agriculture chaque mercredi, et c'était bien. Ça veut dire dans les stations, cette station de radio, c'est pour la première fois, et on avait commencé avec des émissions, je peux dire, une émission éducative. Une émission qui parlait de l'agriculture. Hein, comment pour nous planter, comment pour nous faire ci, comment pour nous faire ça. Et les gens étaient là, massés pour écouter ce monsieur. Parce que c'était extraordinaire d'entendre quelqu'un qui parlait non boîte. Et puis, on attendait voir monsieur Kapay. Et on qui dit, est-ce que c'est un zombie? Moi, c'était extraordinaire pour moi quand j'étais petit également, quand j'écoutais une station de radio, je me demandais où se trouvait la personne qui est en train de parler là. Donc c'était la situation. Et pour plus tard, la presse, c'était la presse écrite, d'accord, aux environs des années 30, sous l'occupation américaine. On a commencé à avoir une station de radio, notre HHK, d'accord, et pour plus tard avoir Radio Commerce, Radio Port-au-Prince plus tard, et d'autres stations de radio, et des gens comme Jean Presmas faisaient de la radio. Votre oncle? Oui, Sténio Vincent, plus tard, aux environs des années 30, 1930-35, qui faisait de la radio. Vous imaginez quelqu'un qui s'appelle Jean Presmas faire de la radio. Faire de la radio, c'est extraordinaire. Ouais, et qui exposait ses idées sur la politique, l'économie. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et une expansion aux environs des années 1957. Et là, la radio-télé Caraïbe est là. Et parce que les élections qu'on organisait dans ce pays, avec les 4 candidats célèbres, François Duvalier, Jumel, Louis Deschois et Daniel Fiolet, se déroulaient sur la radio Caraïbe. Et j'ai une dame là qui m'avait envoyé une lettre pour me dire à l'occasion de mon émission là que je faisais qui s'appelait Forum, pour m'expliquer en 3 pages ce que représentait la station et à la rue Chavannes, qui donnait la parole, qui accordait la parole à ces 4 candidats. Nous avons qui langue parlé français. Quand ça a été mené campagne là en 1957 et les gens étaient là. On disait, on discutait, c'était français, on t'a parlé, puis mon abat de bras. Qu'on comprenne, qu'on va comprendre. Voilà, c'était extraordinaire, c'était ça. Et les médias, et c'est la radio maintenant, et puis plus tard avec la télévision, Thomas Desulmé, qui est un leader politique qui est mort récemment, je dis récemment, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer et à la Lune, il venait là, il était venu faire une photo, et puis il a dit, tiens, mon qui est-ce moi? Il me dit, oui, Thomas Desulmé. Et puis il dirigeait le parti, le PNT, et puis c'est lui qui a commencé avec Télé Haïti, qui a introduit les questions affaires télévision en un pays qui n'était pas trop populaire, parce qu'en 1974, je me souviens, et c'est tout un quartier qui se mettait ensemble pour regarder Haïti en Coupe du Monde. Et je me souviens que j'avais, et dans l'assistance Papa Pierre que vous connaissez, et parce qu'il y avait un directeur qui avait un tout petit appareil télé, on est nous puis faut passer, on a besoin et l'âgère, un petit bail qui va gros comme ça, combien pouces tout petit.
Et tout le monde était là. On était peut-être une cinquantaine à regarder les matchs. Et quand Haïti font goal, nous craser Kaimounio. Et nous faisons faire attention. Et si nous faisons trop bruit, nous allons mettre nous toutes deux. Et tout Papa Pierre était là, lui aussi. Je me souviens de tout ça. Et parce que la télévision n'était pas encore populaire. Et puis après, on avait l'impression qu'on avait tout. C'était pas vrai. Hein? On a eu la télévision nationale, qui était une pico télévision dans la zone Caraïbe, là, bah, ça, et puis nous venions, la presse que nous avons, top 1986. Avec cet événement sociopolitique qui est venu, la presse qui était dans une situation extrêmement difficile pendant la dictature, parce que les journalistes qui étaient là en 1971 et plus tard qui menaient une lutte pour la liberté d'expression, la liberté et de la presse, il y en a qui étaient exilés en 1980, tout le monde est retourné et la presse, nous avons l'impression, prend poids. Et c'est pas un gros bagaille. Et tout le monde qui est les Philo, et Liliane Pierre-Paul, Marvel Landin et autres qui partent seulement dans la radio, Marcus Garcia. Et bon, quand c'était l'autre, c'était non ça parce que c'était le monde qui était paraît en pile, qui était célèbre. Et le journal, dans le petit samedi soir, avec Dieudonné Fardin. Et quand c'était l'autre encore, le monde pensait que la démocratie blaye. Bamboche là. Bamboche. Et dire, la presse, bon, c'est pas encore l'heure des questions, mais la presse participait à la bamboche démocratique aussi. Je peux dire oui. On a commencé à un certain niveau. Hein. À un certain niveau. Quand, en 1982, la personne que je connaissais qui avait une émission de... Comment est l'émission ça? Ça n'a pris les... Mon y a pris les là-dedans. Des émissions. Libre Tribune. Libre Tribune. Il y avait Serge Beaulieu qui travaillait à Radio Soleil, qui avait une émission sur les grands dossiers, mais qui traitait souvent les questions internationales. Et les gens avaient l'habitude d'appeler tout ça, mais avec beaucoup de prudence. Et après, en 1986, Jacques Samper est venu avec cette forme d'émission de tribune, la KLI, Radio Internationale. Et l'autre monde tout vient mettre la Radio Lumière, Radio Caraïbe, tout le monde a mis émission ça, le monde a parlé direct la KU et pour avoir une opinion politique. Et c'était dit un événement extraordinaire. Et Pita, nous, jeudi, nous avons posé nos questions et puis nous avons dit nous. C'était bien que nous gagnions la liberté d'expression. C'était bien que nous avons parlé qu'on y a là. Et il y a une question qu'a posée qui dit est-ce que nous faisons un bon usage de liberté d'expression ça? C'est une question là. C'est important. C'est important. Et journaliste, la presse tellement gagne puissance. Et m'taka dit depuis 1986, dans pile bagaille qui fait la presse là soutenir par exemple le vote de la Constitution de 1900 non référendum en 1987, la Constitution de 1987. C'est un gros bagaille que la presse, Radio Haïti Inter, Radio Soleil, Radio Caraïbe, Radio Lumière, Radio Internationale, tout le monde a appuyé. C'est voilà, une constitution là, des idées qu'a développé là-dedans. Il faut soutenir les gens, il faut soutenir ces idées. Parce que l'article 2 a dit, c'est pour tout le monde à l'école. Et tout le monde est à l'école, chita, déjà. Et il y a des articles qui consacrent cette affaire de liberté, de la presse et d'expression. Donc tout le monde dit, liberté a déjà là. Hein? Et toute bagaille, nous apprenons. Et c'était ça. Et au fur et à mesure, et puis, nous rendons compte des limites, nous prenons compte des bagailles que nous avons fait, que nous pas fait, de bagailles que nous pas assez gourmand pour yo tout, il y a tout bagaille ça. Et puis, le monde commence à poser des questions tout. Parce que quand plus le monde qui vient dans le même métier, à partir de 1986, lorsqu'on regarde nos avions, après Pompé Philo qui a débarqué, ou Marcus Garcia, et ensemble de l'autre journalistes, pour le travail que la presse fait dans les affaires question liberté d'expression. Et puis, quand il y a jeune monde qui est entré dans le métier, ça, parce que avant,
t'es qu'on des monde qui viennent là-dedans, oui, mais et pas autant. Regardez, jeunes femmes, jeunes garçons, tout le monde a rentré, ils voulaient devenir journaliste. Et puis, il y avait, je dois vous dire ça, l'association des journalistes haïtiens qui est là depuis 1956 et qui était un secrétaire général là-dedans, qui est-ce qui était nommé? C'était le gouvernement à l'époque qui passait toute période là comme responsable de l'association ça, parce que c'est le gouvernement qui nommait, d'accord? Et mais qui pita pour de manière démocratique, un secrétaire général adjoint, un trésorier, et bien comme ça, tout le monde a posé des questions. L'association des journalistes, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous, en pile, on n'a pas entré dans le métier. Mais il y a un problème de formation qui posait. Parce qu'avant, comment on devient journaliste? Aux environs des années 30-35, c'était des intellectuels. C'est des écrivains. C'est des gens qui ont écrit dans le journal. Et d'ailleurs, si on côté, on va pas mentir, c'est dans l'écrit. On va venir des micros, alors parler fort. Ok? Mais, écrit. C'est son douleur. Je me souviens de Carlo Desinor, qui était le rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, qui disait toujours, même si nous avons fait radio, mais il faut un support écrit. Moi, là, je parle, je suis en train de vous parler. Pas penser que m'improviser totalement. Pas que, mais mon petit papier, qui gagne de matin quand on est équipe moderne, c'est mis à la tablette, il a. Mais il écrit un bagage. Et moi, j'ai des points là. C'est ça qui permet de ne pas perdre dans sa affaire. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent faire de la radio ici en Haïti sans écrire. En improvisant. En improvisant. L'improvisation totale. Donc, il faut écrire quelque chose. Il faut une certaine réflexion. Quand vous êtes en train d'écrire quelque chose, vous dites aux gens, j'ai eu une certaine réflexion sur le sujet qui m'a été proposé. On abandonne ça. On pense qu'on peut parler. Oui. Comme disait, chantait l'autre, la dame qui est égyptienne, parole. Dalida. Donc on parle, à ne plus finir, comme si on pouvait continuer à le faire comme ça. La presse, on ne peut pas le faire sans la plume. Oui. On m'a dit que Jean-Dominique savait écrire ses pauses, ses virgules. C'est-à-dire là, il va avoir une virgule, là, il va avoir un point, il va avoir une pause. Il écrivait tout ça. Jean-Dominique est extraordinaire. Moi, je n'ai pas travaillé avec lui, mais j'ai été une fois à Radio Haïti pendant... Je peux dire que j'ai présenté une émission pour la CNEH, la Confédération des enseignants haïtiens. C'était sur Radio Haïti Inter. J'avais l'habitude de le regarder à travers les vitres. Et je le voyais, c'est un monsieur extraordinaire, parce qu'il avait une formation d'agronome. Il n'était pas un journaliste comme toi et les gens qui ont été à la faculté des sciences humaines, mais extraordinaire. Et comment on devenait journaliste, je le disais tout à l'heure, c'est des intellectuels qui étaient des journalistes. Et après, dans ma jeunesse, j'ai vu des gens aller à l'Institut français et étudier le journalisme. Et puis, il y avait des écoles avant 1986, l'école de Max Basile, les frères Bouvier, et plus tard avec le professeur Chigri et Christophe Charles, Adi Jean Gardi, et la faculté des sciences humaines, naturellement. Il y a des gens qui reviennent de la faculté des sciences humaines qui étaient des travailleurs. Et vous rencontrez un jeune homme, il est travailleur social, mais il y a des gens qui ont choisi à le faire journalisme. Ils ont sorti dans la faculté des sciences humaines. Il y a des gens qui sont des autodidactes, je peux le dire, mais qui sont extraordinaires. Des gens qui chita, parce qu'une école, c'est pas les quatre murs. C'est un bon l'autre bagaille, c'est chita apprendre, beaucoup de l'autre. Et il y a des gens qui sont devenus de grands journalistes en Haïti et à l'étranger et qui ont eu la chance d'étudier quelque part. J'ai bien dit, étudier quelque part. Soit sur les sciences humaines, soit sur ton côté, soit d'étudier dans l'école Jean-Dominique, ou bien l'école Radio Lumière, ou bien l'école qui n'a... Et parce que nous avons regardé ça avec Arthus Weber, qui est maintenant ambassadeur au Canada, qui a un paquet de bonnes jeunes, que je n'ai pas besoin de citer là, mais tout de suite, nous avons dit, l'MDOM, ça fait recrutement, ça, c'est dans l'école Caraïbe là. Yo, formé. Parce qu'il y a toujours une école quelque part. Si vous pensez au cas, comme si vous vous venez dans un métier et vous venez à dissolver là-dedans, le métier a un bon principe. Et, bon, dit, gagner. Côté académique, nous avons garder ça. Et bon, dit que pour ça, il y a un rapport
avec métier, il y a un combat qui menait pendant les dernières années. Et parce que il y a un code déontologique qui a 22 points là-dedans. Et moi, ouais, l'association des journalistes haïtiens, et AMI, et comme association patronale, ANMH, moi, SOS journaliste, et quantité l'autre encore, avec Godson Pierre, Sachs, tout le monde te met ensemble pour dire, on a fait effort pour nous respecter ça. Dignité humaine, les notes d'information, c'est lié à la vérité. C'est un métier qui est profondément lié à la vérité. Je vais vous dire pourquoi. C'est un métier de parole d'évangile. Quel que soit le jour, commence son émission, l'autre jour, couteau, madame. Depuis que mentir, le commencement, reste pas bon. Et quand on fait une dissertation, un sujet, on a opposé sujet, on a mené, vous comprenez? Depuis le commencement, on a regardé, tout va regarder reste ça, il pense reste si le bon c'est copier quelque part. Donc c'est un métier qui est lié à la vérité. La vérité, ça m'a parlé là, c'est pas un pasteur, monsieur le théologien. C'est un métier qui est comme ça le fait. C'est-à-dire que ou pas qu'à dire un bagaille et puis pour mon a bien doute sur lui. Les formations que vous êtes en train de diffuser, c'est quand Jean a dit c'est parole l'évangile. Bon monde qui va dans l'évangile là, les cap c'est dans le Coran. Mais c'est parole prophète. Son parole sacrée quelque part. Quand vous dites que il y a 2 morts en côté, c'est 2 morts. Et il y a des gens qui ont une discussion sur l'affaire de morts là qui dit mais vous avez eu 2 morts. Mais il pourrait avoir 3 morts. Donc voilà pourquoi il y a une discussion entre l'objectivité et l'honnêteté. Donc ça fait objet de discussion sur question ça, mais l'important c'est l'honnêteté à vous les mettre devant pour dire que on pas dire n'importe quoi à la radio, on pas écrire n'importe quoi. Même le plus facile pour dire n'importe quoi à la radio. Et leur écrit ou qu'on y écrit à difficile, il m'a demandé pour faire des recherches. Vous comprenez? À la télé, c'est la même chose. Et quand il y a là, j'aime bien, ce que tu as dit tout à l'heure, que nous entrons dans la technologie, mais n'a pas entré dans la technologie, tout il y a pour ça tout. La technologie, pas de formation, il y a pour ça tout. Et c'est chaque jour qu'on a constaté ça, on a vécu. Et m'a dit ça, avec cette crise, je vais terminer avec ça. Sociopolitique que nous sommes en train de vivre. Je voulais dire à mes confrères et consoeurs, parce que ça a nos petits gens, il faut être très prudent. Dans le sens que je dis nous avons pile de difficultés parfois pour connaître qui est qui journaliste et qui est qui passe ça. Longtemps c'était plus facile. Je suis membre de l'association des journalistes haïtiens depuis plus de 30 ans. Les réunions se déroulaient quelque part au local Le Cador, tout près de Ocean Mars. Il y avait un restaurant là qui s'appelait Table Ronde à l'époque. Et sous tête, j'ai Assemblée Générale, c'est un petit groupe, il y a 15 personnes, 16 personnes, 17 personnes. Nous, nous avons l'autre. Les photographes, nous avons un gros photographe que le pays a connu, qui était Tony Belizer. Je vais prendre un hommage. Superbe. Je l'ai connu. Superbe. Bon, ouais, comme photographe, il n'y a pas long mal. Quelque part dans le pays, il y a un chef mal, comme ça. Et puis, monsieur, même, il pour illustrer, là, le cache son côté pour le fond photo. De chef, ça, qui passe son côté. Mais le bagage, c'est facile, non? Il prend, monsieur qui a marché dans la ville, pour le prendre bout de ça, pour le mettre dans le journal. Pas besoin de tout. L'oral Ponto, qui a fait un mauvais bagage. Et puis, pour jouer une photo, et dos à monsieur Jouen, pas besoin de combien de photos ça vaut en termes d'effort, vaut en termes de ça, monsieur a bien tout comme un petit cob. Mais il faut voir au compte qui ça cap. Monsieur, il n'y a pas les deux nègres, mais mon besoin qu'on imagine. Et puis monsieur besoin de mettre vérité à tout, vérité sous tambour avec. Et parce que c'est comme ça le fait journaliste, c'est parce que lui-même ils sont journalistes, photographes. Il a besoin de montrer mon bon bagage qu'on manie. Donc la crise que nous sommes en train de vivre, vient compliquer la situation du journaliste en 2024. Parce que la vérification est extrêmement difficile maintenant. Est-ce qu'un journaliste a lagué ou n'a mis des gens qui pas connus, qui ont des informations quelque part, sur un bagage qu'on pas vérifié.
La vérification est extrêmement difficile parce que le journaliste est en train de vivre la situation comme tout le monde. Le journaliste n'est plus un observateur aujourd'hui. Il est une victime. Il est une victime de la situation. Il est un déplacé lui aussi. La Radio-Télé Caraïbes, c'est un déplacé. Oui, c'est l'exemple typique d'un déplacé. Du déplacé. Et me dit Radio-Télé Caraïbes, on bonne l'autre radio et médias qui sont dans la situation. Il n'y a pas longtemps, à ramasser, on recevait les dirigeants du journal Le Nouvelliste depuis 1898 qui n'ont pas pays. Et qui ont quitté Zonio parce qu'ils sont en train de vivre une situation extrêmement difficile. Nous avons l'une des plus belles bibliothèques de la Caraïbe avec des informations extraordinaires. Ça m'a touché quand j'ai entendu la semaine dernière, mais ce n'est pas la semaine dernière, c'est le mois dernier, M. Chauvet qui disait que quand l'ancien président dominicain vient en Haïti, M. Léonel Fernandez, il dit à M. Chauvet, menez-moi la librairie pour mal acheter. Parce qu'il veut lire un ténor firme. Il lit Jean Presmans, l'appli et Edmond Paul. On lit, on veut connaître nos idées. Et puis nous-mêmes, nous avons une situation. Et je pense que tu as me dire nous pas lire, il faut nous lire en pile. Il faut que les journalistes qui pratiquent le métier ça en 2024 battent bête beaucoup plus que mon qui était là en 86. Il faut le battre bête en 1900. Haïti pue par tous les ports. Ça me rappelle un texte de Sténio Vincent qui tapait quantique pour dire que Port-au-Prince pue par tous les ports. Haïti pue par tous les ports. On a besoin de connaître la vérité, on a besoin de connaître les informations. C'est difficile d'aller dans la région de Delma, surtout en bas. C'est difficile de traverser Martissan. C'est difficile de savoir ce qui se passe en plaine. C'est difficile de savoir un peu partout les trucs. Donc le journaliste qui est un observateur, le reporter surtout, parce que les reporters sont gros monde et ça me fait très mal en 2024 que nous avons, si nous avons compté le reportage que nous avons gagné il y a peut-être 10 ans dans la presse, j'ai l'impression que si nous avons fait 10 reportages par jour, nous peut-être à 2 jeudi. Oui, ça m'a dit, c'est pas menti. En péril. Et si le journaliste qui est un témoin expert, partout où il est, s'il n'est pas là pour faire des reportages, quelle information là-bas? Parce que c'est dit pour ouais, ça va passer. Et on a un problème concernant cette situation, cette affaire de ouais, ça va passer. Il n'y a pas longtemps, je disais à des jeunes journalistes, moi, on a progressé des policiers, mais il y a une formation pour ça. Nous ne pouvons pas progresser à Kyo. Vous n'êtes pas des policiers, vous n'êtes pas des militaires. Le journaliste, il a un côté pour le camper, pour le prendre ça. C'est lié à une question de formation. Donc là, je te comprends très bien. Je dois terminer. Je ne sais pas si j'ai traversé les 30 minutes. Oui. Tu m'excuses. Et on pourra toujours compléter. Il n'y a pas lieu de s'excuser parce que c'est la place publique où se fait le débat. Vous suivez Agora, ce sera dans quelques secondes seulement. Place au débat.